Je vais faire ça. Donc, j'ai enregistré la rencontre, puis ça va être. On va mettre ça après ça sur le YouTube de Radar CBM, puis on va probablement juste le partager sur nos réseaux sociaux, juste pour que ce soit accessible aux étudiants par après. Je vais partager mon écran. Cool. Bon, ben, dans le fond, l'activité qu'on a préparée aujourd'hui, c'est drogue, sexualité et bienveillance. C'est écrit en bas que c'est, dans le fond, des personnes du GRIP qui ont créé le PowerPoint parce que c'est vrai que l'information qui était dedans vient la majorité du GRIP. Puis, moi, j'ai juste comme modifié leur PowerPoint un peu avec Maria justement pour pouvoir le rendre adapté à ce que nous autres, on aimait mieux, ce qu'on voulait. Dans le fond, la réduction des méfaits, ça va être, c'est l'approche qu'on utilise à Radar dans le fond, c'est par rapport à la consommation. Donc, c'est vraiment de prévenir les usages problématiques, puis de réduire les effets négatifs de la consommation dans la vie d'une personne. Donc, voilà, j'avais oublié qu'il y avait la description ici. Donc, c'est ça. Donc, ça ne vise pas l'élimination des drogues, c'est vraiment juste d'accompagner une personne vers le cheminement, par exemple. Exemple, la personne voudrait réduire sa consommation, ben, on va l'accompagner là-dedans. Si une personne veut être abstinente, ben, on va l'accompagner là-dedans aussi. Dans le fond, c'est vraiment de suivre le choix et la vitesse de la personne par rapport à sa consommation. En bas, il y a les deux principes, dans le fond, de la réduction des méfaits, qui est pragmatisme et humanisme. C'est, dans le fond, le pragmatisme, ça veut dire que c'est de justement accepter que les drogues, c'est une réalité, puis que cette réalité-là va rester. Elle existait, elle existera. Donc, c'est de justement faire avec, puis de comprendre qu'il va toujours avoir des personnes qui vont consommer, même si on essaie de pousser la prohibition là, des drogues. Ça va toujours arriver. Puis, l'humanisme, dans le fond, c'est vraiment de se rappeler que c'est une approche qui est centrée sur l'humain, donc qui va être à 100% par rapport à ce que la personne veut. Puis, on la suit vraiment dans son cheminement, comme j'ai dit. Donc là, c'est une petite discussion. Je vais vous inviter à ouvrir vos micros. C'est quoi le premier mot qui vous vient à l'esprit lorsque je vous dis le mot drogue? Moi, quand je pense au mot drogue, je pense à mon secondaire. À ton secondaire? Pourquoi? Ça te dérange pas de... Ben non, mais admettons, mon secondaire, j'étais entourée de personnes qui consommaient. On dirait que tout le monde au secondaire consomme pour la première fois, l'après-balle. Quelle raison, mettons, on pourrait prendre la drogue? Ben, on va surtout y aller dans l'influence de groupe, l'influence des pairs. Au secondaire, tu veux blend in, tout le monde consomme. T'es plus influençable, ça a l'air le fun. C'est l'interdit aussi. C'est papa, maman veulent pas que j'en prenne. La TS à l'école non plus, ben, je vais essayer. Même si tout le monde t'a dit que c'est pas une bonne idée, là, je sais pas. Je sais que c'est pas une bonne façon de penser, mais quand t'as 16 ou 17 ans, mais cette façon de penser, c'est celle-là que t'as. Tout à fait. Mais tu sais, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, on va pas essayer de... On va pas dire c'est quoi les bonnes façons de penser et les mauvaises façons de penser, là. Toutes les réponses sont valides, c'est bien correct. Ouais. Puis si... mettons, si on y va un peu plus... moi, je peux dire... Jacob, juste mentionné aussi, c'est ça la réduction des méfaits. Là, on n'est pas là pour dire que c'est une mauvaise façon de penser ou c'était pas bon de faire ça au secondaire. Là, au contraire, les gens le font. Fait que c'est de voir comment réduire les impacts des drogues. Puis, dans le fond, c'est ça, c'était un peu... la question est un peu... je comprends qu'est-ce que tu veux dire par ça, mais un peu la connotation du mot drogue, d'habitude. Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça, mais mettons, là, tu vois, Collège Laval, comment qu'eux autres voient la drogue? Mais c'est mal, voyons donc. Fait que c'est quelque chose, justement, c'est un bel exemple de prohibition là, qui sont pas du tout dans la réduction des méfaits. Juste pour vous mettre en contexte, on est allé au même secondaire, puis il y avait des chiens qui passaient à toutes les 3 semaines? 3 semaines, un mois. Ouais. Dans les corridors, ils nous faisaient sortir des classes, ils sentaient nos sacs, ils sentaient nous comme personne, ils sentaient nos casiers. En tout cas, c'était... Qu'est-ce que tu dis, Cécile?
Ils mouillaient tout parce qu'ils bavaient, ils allaient aux toilettes genre sur les toits, ils revenaient, ils étaient tout trempes. Ouais, c'est ça. Fait que c'était quelque chose. On a été élevés dans vraiment un esprit de prohibition, le lourd. Moi, mes parents, c'était pareil. Là. Moi, je suis italienne, fait que mes parents sont très fermés là-dessus aussi. C'est pas une option, genre, tu peux pas peut-être prendre la drogue ou peut-être pas en prendre, c'est non, puis c'est tout, là, comme... Ouais, ouais, c'est ça. Il y en a une qui est légale aujourd'hui, tu sais. Ah, ouais, pour ma mère, c'est pas légal, là. Pour ma mère, c'est mettre un TDAH, tu devrais pas prendre ça, comme je devrais pas rien faire non plus, fait que ça soit légal ou pas, ma mère, elle s'en fout pas mal. Dans le fond, un peu dans la réduction des méfaits, ben, c'est justement de voir que la drogue, ben, les gens en consomment pas justement parce que ça a juste des effets négatifs, mais parce qu'il y a du plaisir qui vient avec ça, etc. Donc, voilà. Je suis d'accord, c'est vrai. Très bon point. Mais... Je vais donner un peu un exemple. Dans le fond, Carl Hart, qui est neurologue, professeur spécialisé dans l'étude des drogues en Colombie, non, l'Université de Columbia, excusez-moi, dans le fond, qui a dit, bon, mais si je vous dis le mot voiture, ben, il y a beaucoup de choses que ce ne soit pas des connotations négatives que vous allez donner à ce mot-là. Alors que des accidents de voiture, ben, ça arrive beaucoup. Puis c'est un peu comparer le mot voiture au mot drogue, dans le fond. Comment que les voitures, ben, on va voir la connotation positive tout de suite. On va voir que c'est un bon moyen de transport, blablabla, que c'est bon pour c'est la liberté, etc. Alors que. Ah, on a une nouvelle personne. Alors que. Allô? C'est ça, alors que ce serait que la drogue, ben, on voit juste les effets négatifs, justement. Dans le fond, qu'est-ce qu'une substance psychoactive? Juste résumer un peu ces termes-là parce qu'on va l'utiliser souvent. C'est vraiment une substance naturelle ou synthétique qui agit sur le système nerveux central, donc dans le fond, qui va modifier un peu euh, ton fonctionnement psychique, ta façon d'être, ton comportement, ça va affecter un peu ta façon de penser, ça va affecter tes sens, etc. Donc, c'est ça la définition d'une substance psychoactive. Là, on va aller dans les raisons de pourquoi consomme-t-on. J'en ai parlé un peu tantôt que justement, qu'il y avait des raisons positives, dans le fond, à la consommation. Puis c'est ces raisons-là, dans le fond, que pourquoi les gens consomment. Donc, les motifs. Moi, Jacob, je t'avais devancé. Excuse-moi? Je t'avais devancé avec ma question. Ah, ouais, ben c'est correct que ça rentre bien dans. C'est pas grave, on va continuer comme ça. Dans le fond, c'est ça, les motifs de consommation, de pourquoi on prendrait les drogues, ce serait justement pour le plaisir, tout ce qui est expérimentation. Conformisme, anticonformisme, c'est un peu plus comme conformisme à, exemple, ton groupe d'amis qui consomment, ben ok, bon, ben c'est toi qui vas un peu s'adapter à ça et qui va vouloir consommer. Ou anticonformisme, ben justement, si je prends ton exemple, Cécile, que tu as des parents qui sont très fermés à l'idée, l'école qui est très fermée à l'idée, ben tu sais, toi, c'est comme une façon de. Il faut think outside the box, que genre... Ouais, c'est ça, un peu de se révéler, d'être. Ouais, c'est ça. Exactement. Ensuite, ben, les mécanismes d'adaptation, coping, exemple, ben là, j'allais dire, ouais, mécanismes d'adaptation, puis automédication, tu sais, mettons, coping avec tes propres difficultés, automédication, ben, exemple, pour l'anxiété, il y a des gens qui vont consommer du cannabis, etc. Médication, mais ça peut être aussi des médicaments prescrits qui, justement, vont être utilisés de façon prescrite, mais qui, après ça, peuvent créer une dépendance et peuvent continuer à rester dans la vie de la personne, justement, parce que c'est dur de s'en défaire. Mais ça peut être aussi c'est prescrit, mais tu ne suis pas comme le dosage quotidien qu'il faut que tu prennes. Tu en prends 2 au lieu d'en prendre juste un, des choses comme ça. Oui, exactement, c'est un très bon exemple. Puis performance, ben, ça peut être tout ce qui est exemple, vivance, concerta. Il y a même des gens qui prennent de la speed justement pour performer dans d'autres. Tu sais, performance, ça peut être tout nettoyer ta maison. C'est très large. Puis spiritualité, ben là, ça me fait penser plus perturbateur. Exemple, les gens qui prennent des champignons magiques, du LSD, même du cannabis, là, tu sais,
justement pour get in touch avec leur spiritualité. Donc là, j'ai mis une petite image, dans le fond, avec les 3 catégories de drogues, donc les stimulants, les perturbateurs et les dépresseurs. Je vais juste voir le but. OK. Est-ce que vous pourriez me nommer des catégories, pas des catégories, des drogues qui rentreraient dans les stimulants précisément? Je vais y aller, là. Oui, vas-y. À moins que Carla veuille y aller. Il y a la speed qui est certain. Il y a tout ce qui est tabac, cigarettes électroniques, avec tout ce qui est caféine aussi. Ouais. Il y a l'ecstasy, me semble, à l'état pur, mais quand c'est mélangé, ça devient un perturbateur aussi. L'ecstasy, la MDMA comme telle, elle peut tomber dans les 2 catégories. Mais je pense qu'elle va être catégorisée, je crois, si je ne me trompe pas, dans les perturbateurs. Dépendant avec quelle autre drogue c'est mélangé. Ouais, c'est ça, probablement. C'est super, c'est parfait. Alexa, tu veux-tu me nommer des perturbateurs? Ouf. Il y aurait les champignons magiques, il y aurait la LSD, il y aurait DMT. Oui. Je pense que c'est pas mal les seuls que j'ai genre au bout de ma tête, là. Je sais pas, il y en a d'autres, mais je peux pas en penser. Le cannabis? Ah ouais, perturbateur. Moi, je mettrais ça en dépresseur. Non, pas encore. Je ne veux pas en nommer d'autres dans le dépresseur, mais je vais vous donner l'exemple, c'est l'alcool qui est plus dans le dépresseur. Ok. Je savais pas que le cannabis, c'est perturbateur. Oui, parce que ça joue beaucoup avec les sens. Puis, Ouais, c'est vrai. ouais, c'est ça. Puis le jugement, l'inhibition, etc. Donc, ça perturbe tes sens. Ouais. Puis, dans les dépresseurs, est-ce que vous pourriez m'en nommer quelques-uns? Alcool. Ouais. Non? OK. Excuse-moi? J'ai dit l'héroïne. Oui, l'héroïne, ben oui, absolument, c'est dans les dépresseurs, tout ce qui est opioïdes. Ouais. Dans le fond, si on regarde un petit peu là, les tableaux, les stimulants, ben, vous l'avez nommé, là, tout ce qui est speed, amphétamine, ecstasy, tu vois. Mais il se retrouve dans le perturbateur aussi, dans les 2. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment dans les 2. Donc, vous l'avez dit, il manquait cocaïne, caféine, nicotine. Fait que c'est ça, vous savez, là, ça augmente l'énergie, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire. Puis c'est difficile de manger, c'est difficile de dormir quand on est sous un stimulant. Les dépresseurs, ben là, on a dit alcool, on oublie souvent le GHB, tout ce qui est benzo, donc exemple le Xanax, etc. Les opiacés, bon, on l'a dit. C'est vraiment d'augmenter l'euphorie, de diminuer l'anxiété et les inhibitions. Ça diminue aussi, excuse-moi, la vigilance, la motricité, puis le rythme cardiaque et respiratoire. Là, on va passer rapidement, mais exemple de mélanger cocaïne et alcool, ben, c'est un mélange qui est fréquent, mais c'est un mélange qui est aussi très dangereux parce que l'un va accélérer le rythme cardiaque, puis l'autre le diminue. Donc, c'est des mélanges qui sont un peu explosifs, justement pour le cœur, puis auxquels il faut faire très attention. Dans les perturbateurs, là, on les a quand même beaucoup dit, on a oublié ce qui est kétamine, c'est dans les perturbateurs, on y pense souvent pas. PCP, moi je ne sais pas exactement c'est quoi le PCP, mais j'en ai entendu souvent parler. Donc, c'est un peu ça, là, justement, ce que j'avais dit, donc modifier les rythmes cardiaques, respiratoires, mais c'est modifier les perceptions visuelles, tactiles et auditives, justement, donc ça perturbe les sens. Sensation de bien-être, de détente, puis justement accentue la socialisation puis l'introspection. Donc là, je vais passer la parole à Marie-Ève pour la section sexualité et consommation. Tu vas juste me faire signe quand tu veux que je change de salle. Personne, fait que juste me présenter à nouveau, là. Moi, c'est Marie-Ève Saint-Pierre, je suis sexologue au STVM. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas tout au long de ma petite présentation. Puis il y a Mathieu qui va reprendre le relais, là, qui est stagiaire en sexologie aussi avec nous. Donc, tu peux changer, Jacob? Fait que, un peu comme tout à l'heure, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce qui vous vient en tête quand on parle de sexualité et drogue ensemble.
Fait que spontanément, là. Ouais. Moi, j'irais dans des relations non protégées. Oh, intéressant. Quoi d'autre? Ça peut Ben, être vraiment... Excusez-moi. Je dirais pas mal la même chose que Sia, pour être honnête. C'est tout pas ce mal qu'est-ce qui qui me vient en est tête, là. problème érectile aussi chez le gars, dépendant de ce qu'il prend. Prostitution aussi, parce que souvent, la dame qui se prostitue ou l'homme va consommer pour comme se geler, pour pas ressentir quand elle va faire des clients, puis elle va faire des clients pour payer sa consommation, fait que souvent c'est un service vicieux. Si on parle de travail du sexe. Ouais. Moi, un travail du sexe, c'est ça, je me cherchais. Ouais, pas de problème. Parfait. Ça peut arriver, oui. Puis, j'entends beaucoup des trucs peut-être plus négatifs. Est-ce qu'il y a des choses un peu plus... Ça, On est rendu... OK. Jacob, tu veux que j'enchaîne? Non, j'ai pas... Ah, excusez-moi, non, j'ai pas... J'ai cliqué par accident, je pense. C'est une blague. Est-ce que vous voyez des choses plus positives quand on parle de drogue et sexualité ensemble? Ben, on pourrait les utiliser pour comme améliorer l'expérience, I guess. Puis ben ça doit pas nécessairement être négatif, tu sais, genre si t'es avec ton chum puis tout, puis ça fait longtemps que vous êtes ensemble, puis là vous êtes comme oh ce soir tu veux essayer de quoi, tu sais, ce serait pas nécessairement négatif, à moins qu'il y ait quelque chose de négatif qui se passe, mais OK. Bon, on pourrait les voir plus en profondeur, les impacts des drogues en lien avec la sexualité. Mais avant, vas-y, Jacob, change la Je suis vraiment désolé, j'arrête pas de l'accrocher. J'essaie de placer le zoom et tout ça, mais j'arrête pas de le... Mais avant de parler des impacts, quand même, j'aimerais qu'on parle de la réponse sexuelle parce que les drogues, c'est sur la réponse sexuelle qui va avoir un impact. OK? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Donc, ça, c'est une courbe qu'on appelle une courbe de la réponse sexuelle. Donc, mettons que c'est pendant une relation sexuelle, qu'est-ce qui se passe dans notre tête et dans notre corps? Je m'entends en double. Bon. Donc, tout d'abord, ça commence par un désir. Okay? Le désir, donc, c'est les premières pensées, les premières... l'envie d'avoir des rapprochements, d'avoir des relations ou des activités sexuelles. Donc, on est vraiment dans désirer une autre personne. Fait que c'est vraiment, on est dans notre tête, là, dans l'imaginaire érotique. Donc, c'est ça. C'est bien l'idée d'avoir des rapports sexuels. Puis ça peut agir aussi tout au long de la relation sexuelle, d'avoir du désir. Ensuite vient l'excitation, qui est comme la courbe qui monte. Puis là, ici, vous avez une courbe parmi tant d'autres, OK? Parce que ça, c'est un exemple de ce qui se passe pour une personne. En même temps, une même personne pourrait vivre une autre courbe une autre fois, puis tout le monde d'autre pourrait vivre des courbes complètement différentes. Mais c'est quand même pour illustrer un peu ce qui se passe pendant une relation sexuelle dans notre corps. Ensuite, bon, donc je disais l'excitation. Fait que là, ça va être plus au niveau physiologique. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Donc, l'afflux sanguin se rend dans les parties génitales. Fait que, par exemple, il y a l'érection, qu'il y a un engorgement de sang qui va dans le pénis, dans le clitoris, entre autres, les mamelons durcissent. Fait que c'est tout ce qui se passe physiologiquement pour accueillir une pénétration. Je sais que c'est pas... c'est quand même très hétéronormatif, mais c'est en fait... C'est ce qui se passe physiologiquement pour se préparer à une relation sexuelle, à des activités sexuelles, pour la lubrification.
etc. Bon, je pense que c'est clair, là. Bref, ça prépare un peu, ça met la table, on va dire ça, pour les relations sexuelles. Puis dans tout ça, ça inclut la séduction. Fait que c'est tout ce qui se passe au niveau de la séduction, fait que les gestes, les comportements qui servent à attirer une personne. Ensuite, il y a la phase plateau. Okay? Ça a l'air bien plate du même, mais c'est vraiment un plaisir, le plaisir qui se passe pendant la relation sexuelle qui est quand même stable, qui encore une fois peut durer moins longtemps, plus longtemps, tout dépendant des personnes. Mais c'est là où on sent que l'orgasme pourrait venir à tout moment, où on a du plaisir. Ça se peut que l'orgasme ne vienne pas non plus, mais donc c'est l'excitation. Donc là, ils ont jumelé ça avec la sensation, ce qui veut dire au niveau sensoriel, tout ce qu'on ressent physiologiquement, tout ce qu'on... Autant que ce soit auditif, olfactif, sensoriel. Bref, c'est tout ce qui est sensoriel. Ensuite, il y a l'orgasme. Bon, ils mettent une petite courbe, un petit pic pour l'orgasme. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas nécessairement atteindre l'orgasme. Il y en a d'autres que ça va être l'objectif des activités sexuelles. Mais tout ça pour dire que l'orgasme, c'est des contractions des muscles, des parties génitales, entre autres. Donc, au niveau du vagin, on va sentir des contractions, du périnée plus, des contractions. Souvent, on va parler de l'éjaculation aussi, mais un ne va pas nécessairement avec l'autre, mais ça peut arriver. Donc voilà. Puis ensuite, il y a une chute, vous voyez, c'est la résolution. Donc, la résolution, c'est physiologiquement, le corps revient à la normale, là. Pas à la normale, mais au repos, revient à son état calme. Au calme, revient, c'est ça, exact. Puis donc là, tu sais, l'afflux de sang retourne dans le corps. Puis, mon Dieu, je perds mes mots, là. J'essaie d'y aller de souvenirs. Puis, entre autres, il y a des personnes qui vont pouvoir avoir plusieurs orgasmes. Il y en a d'autres qui en auraient seulement un. Il y en a d'autres qui n'en auraient pas. Mais tout ça pour dire que les personnes ayant un pénis, entre autres, vont vivre une période réfractaire. Donc, une période où toute stimulation sexuelle n'aura aucun impact après l'orgasme. Ça peut être plus court, plus on est jeune, tout dépendant. Donc, ça peut être plus court, mais en vieillissant, ça peut être un peu plus long, cette période-là. Mais bref, fait que si on veut faire un round 2, ben ça se peut que ce soit... Il faut attendre un certain temps avant qu'il y ait une stimulation là, pour retourner dans une excitation. Moi, j'aurais une question. Mettons, est-ce qu'il y a une personne, mettons, justement, quand tu vas en round 2, là, est-ce que tu repars du désir vraiment ou tu peux repartir je sais pas, repartir d'un autre point? C'est une bonne question. Je pense que tu peux repartir. Désir, excitation, j'imagine. Mais je peux-tu y aller? Oui, vas-y. C'est que c'est pas des phases qui sont précisément coupées. On ne parle pas de en ce moment je suis dans ma phase désir, en ce moment je suis dans ma phase excitation. C'est des choses qui s'entremêlent, qui viennent, qui peuvent repartir un peu. Il y a des gens qui vont commencer par l'excitation aussi. Si tu te fais stimuler physiquement, peut-être que ton désir n'était pas là au départ, mais l'excitation t'apporte du désir. Ah oui, c'est vrai. Si tu es en période réfractaire, justement, après la résolution, peut-être que ton désir il est toujours là. Peut-être même que tu es encore excité, mais c'est vraiment physiologiquement, ça va être plus difficile d'avoir une érection durant ce moment-là. Mais oui, tu peux repartir à pas mal n'importe quel moment. Le désir, comme on a dit au début, il peut perdurer toute la relation. Mm-hmm. Donc, il n'est pas nécessairement parti quand on est rendu même à la résolution. Super, ça répond à ma question. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. OK, parfait. J'ai l'impression d'avoir mâché mes mots, mais bon. Non, c'est super clair.
L'important, c'est que ce soit clair. Fait que tu peux passer à la prochaine diapo. D'ailleurs, c'est un peu ce qui résume ce que je viens de vous dire. Mais ce qui est important, en fait, pour faire le lien avec les drogues, c'est que ça va être sur ces étapes-là que les substances psychoactives vont avoir un effet. Donc, on peut passer. Donc, comment les drogues affectent la sexualité? On poursuit. Je laisse Mathieu poursuivre. Merci. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, là, comme disait Marie-Ève tantôt, toutes les phases de la réponse sexuelle peuvent être affectées par la prise de drogue. Quand on parle de prise de drogue, comme le dit Jacob au début aussi, ça affecte le système nerveux central. Donc, ça a des effets sur les pensées, les émotions, nos comportements, notre humeur aussi. Puis ça, c'est toutes des choses qui font partie de la sexualité. Quand on parle de sexualité, on ne parle pas seulement de parties génitales ou de parties du corps qui entrent en contact ensemble. C'est nos pensées, c'est nos émotions, la charge émotive qu'avec ça. Donc, c'est pas étonnant que la prise de drogue ait des impacts énormes sur la sexualité. Désolé. Alors, je vais vous présenter un peu les grandes lignes. C'est pas des vérités absolues et universelles, là. Bien sûr, la prise de drogue a des effets différents pour tout le monde, selon le contexte, selon la personne, selon plusieurs variables. Donc, je vous présente les grandes lignes, mais ça peut ne pas s'appliquer à tout le monde. Quand on parle de sexualité et de consommation, on ne parle pas de deux choses en silo indépendantes. Ce n'est pas nécessairement j'ai consommé dans ma soirée, plus tard j'ai des relations sexuelles puis je ne l'avais pas prévu. Ça peut aussi être un concept qui vient tout ensemble. On appelle ça du PNP ou Party and Play ou le chemsex. C'est pas nécessairement tout le temps ça, mais c'est quelque chose qui est très populaire dans la communauté d'hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. La drogue la plus utilisée, c'est le crystal meth, en fait, qui est lié à plusieurs prises de risques, comme vous avez dit tantôt. Bien sûr, si les gens consomment comme ça, c'est pas parce qu'il y a des risques, c'est parce qu'il y a des bienfaits. C'est parce qu'il y a des effets positifs, plaisants sur la sexualité. On va y revenir un petit peu tantôt. Mais quand on parle de prise de risque, on parle, comme vous avez dit au début, de sexualité sans condom, sexualité en groupe, sexualité avec plusieurs partenaires au courant de la soirée, de la journée ou de la fin de semaine, ou sexualité avec échange d'argent, comme on disait tantôt aussi. Est-ce que vous avez des questions ou on commence avec les stimulants? On commence. Parfait. Les effets des stimulants, encore une fois, je veux mettre l'emphase sur le fait que ça ne va pas être la même chose pour tout le monde. Mais ce que les gens rapportent beaucoup, c'est que les stimulants, ça favorise l'excitation, l'agitation. Donc, ça favorise aussi l'excitation sexuelle. Ça peut permettre de contrôler ou retarder l'éjaculation. Il y a plusieurs personnes qui rapportent aussi un orgasme vraiment plus intense, étant donné que, encore une fois, ça joue sur le système nerveux. Puis le système nerveux est vraiment mobilisé au courant de l'orgasme. Les gens ils rapportent vraiment une intensification. Ça, c'est à plus faible dose. À plus forte dose, les gens peuvent avoir de la difficulté à avoir une érection ou même des orgasmes retardés ou très difficiles à atteindre, voire impossibles à atteindre. On peut passer. Au niveau comportemental, là, étant donné que ça favorise l'excitation, souvent les gens ont un sentiment de performance vraiment accru. Est-ce que c'est la réalité? Pas nécessairement. Quelqu'un peut penser que c'est une personne tout puissante au lit parce qu'elle vient de prendre de la cocaïne, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que les personnes impliquées aiment ça nécessairement. C'est important de rester à l'affût du désir des autres. Comme je disais un petit peu, là, ça augmente le plaisir. La désinhibition, c'est quelque chose qui va revenir aussi souvent dans toutes les drogues. Ce que ça fait la désinhibition, c'est qu'on laisse un peu tomber nos barrières puis on accepte beaucoup plus de choses. Fait que c'est lié à une prise de risque. Ça fait le tour pour les stimulants. Pour les dépresseurs, comme l'alcool, GHB, héroïne, comme on a nommé tantôt, les poppers aussi,
Au contraire, à place d'une excitation, ça favorise un engourdissement du corps, du cerveau, un ralentissement du corps. À faible dose, il y a certaines personnes qui peuvent rapporter une augmentation des sensations physiques. En même temps, il y a des personnes qui rapportent une baisse des sensations physiques, donc ça dépend vraiment. Il y a plusieurs personnes qui rapportent une augmentation de l'excitation aussi, ou du désir, comme on voyait dans la phase, dans les phases désir et excitation au début. Quand on prend de l'alcool, peut-être qu'on est plus, on désire plus facilement d'autres personnes. C'est beaucoup lié à un retard de l'orgasme, une difficulté à l'érection ou à la lubrification vaginale. Ça, c'est à faible dose. À forte dose, là, c'est quand même plus, je veux dire, universel, mais pas nécessairement, mais une baisse de sensation physique. Quelqu'un qui est vraiment saoul, vraiment saoul, ben, a beaucoup moins de sensations, se rend moins compte de ce qui se passe dans son corps. À forte dose aussi, il y a quelqu'un qui l'a nommé tantôt, mais c'est lié à plus de risques de dysfonction sexuelle, entre autres les dysfonctions érectiles. Quelqu'un qui a eu des problèmes d'alcoolisme toute sa vie est plus à risque d'avoir des dysfonctions sexuelles de plusieurs sortes. Les gens rapportent beaucoup des fantasmes plus élevés, entre autres avec les poppers ou l'alcool. Encore une fois, la désinhibition qui peut être liée à des prises de risque plus importantes. Question? Oui, t'arrêtes pas de dire poppers, mais c'est quoi? Tu vois-tu la petite image là? C'est comme 4 petits flacons de couleur. Ok, Oui, c'est ça. exactement. Ça, c'est des poppers. Encore une fois, c'est assez populaire dans la communauté des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, mais en fait, n'importe qui peut prendre ça. Ça peut être sexuel ou non. C'est souvent en contexte sexuel. C'est en fait un petit flacon de, je ne sais pas c'est quoi exactement le liquide dedans, là, mais c'est illégal au Canada. Là. Mais on sniffe ça, comme juste les vapeurs. Puis ça ouvre, ça fait détendre des muscles, ça ouvre les vaisseaux sanguins. Fait que c'est plus facile c'est pour faciliter souvent les pénétrations, étant donné que les muscles se détendent. Puis il y a plusieurs personnes qui rapportent une grande hausse de fantasmes, de désirs durant le pic de cette drogue-là. Puis perte d'inhibition complète. Là. Donc les gens vont vraiment s'engager dans des choses qu'ils ne feraient pas nécessairement s'ils n'étaient pas gelés. Ok, parfait. On comprend que c'est pas la poppers, genre l'alcool, Ouais, là, c'est ça. à pourcentage. Désolé, j'ai pris pour acquis, mais c'est vrai que... C'est pas connu. Hein? Non, c'est ça, j'avais jamais entendu ça. Là. J'étais comme alcool et poppers. Ça peut être l'alcool. Désolé. C'est correct. Bonne question, merci. Fait que ça ferait le tour pour les dépresseurs. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, les opiacés, qui sont des médicaments souvent prescrits, qui sont vraiment... qui apportent souvent une dépendance assez forte. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'à plus faible dose, ça peut apporter une baisse du désir et encore une fois, un risque élevé de dysfonction sexuelle, des problèmes d'érection, d'éjaculation aussi, surtout en période de sevrage, en fait, quand les personnes essaient d'arrêter d'en prendre. À vraiment petite dose, il y a des gens qui rapportent au contraire une augmentation du désir. Donc, alors, encore une fois, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a beaucoup de zones grises. Ça dépend vraiment de la personne. Pour les perturbateurs, on en a nommé plusieurs tantôt, vous en avez ici. C'est vraiment lié à une désorientation dans l'espace ou le temps. Puis le fonctionnement des sens est vraiment affecté aussi. Donc, la personne devient vraiment moins au courant de ce qui se passe autour d'elle, dans son corps aussi. À faible dose, ça peut augmenter les sensations physiques. Puis il y a plusieurs personnes qui rapportent aussi une augmentation de la durée et de l'intensité de l'orgasme. Ça peut être plaisant pour certaines personnes en ce sens-là. Par contre, à forte dose, ben là, on parle vraiment d'une baisse de la fonctionnalité des sens. La personne est, en d'autres mots, la personne n'est pas toute là. Puis c'est lié aussi à une plus grande difficulté à atteindre l'orgasme. Donc, vous voyez que c'est à faible dose à faible dose ou à forte dose, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent dans différentes drogues. Au niveau comportemental, il y en a qui prennent ce genre de drogue-là pour favoriser l'expression sexuelle, l'expression de sa sensualité, de ses désirs, puis de faire baisser l'inhibition aussi, donc nos barrières.
Ça joue beaucoup sur les émotions aussi. On va y revenir un petit peu plus tantôt. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour tout de suite. Ouais. Le cannabis, ensuite, qui est considéré comme un perturbateur ici. On parle du cannabis comme affectant particulièrement les effets subjectifs de la sexualité, donc plus psychologique. On pense que le cannabis a peut-être moins d'effets sur la physiologie que sur la psychologie. Tu sais, on peut avoir la bouche sèche ou des difficultés à avoir une érection ou une lubrification. Par contre, ça serait peut-être plus lié à une suranalyse, des pensées qui tournent, on est plus dans notre tête. Donc, c'est comme un effet plus indirect. Aussi, peut-être qu'avoir la bouche sèche, ça peut turn off certaines personnes. C'est pas la chose la plus sensuelle. Il y a des personnes qui rapportent, quand ils sont gelés sur le cannabis, ils vont rapporter un vraiment plus haut désir sexuel. D'autres personnes rapportent un plus bas désir sexuel. D'autres personnes rapportent avoir un désir sexuel absolument nul. Donc, encore une fois, ça dépend. C'est pour ça qu'on parle de la réputation aphrodisiaque ici, qui est un terme plus psychopop, là, mais c'est pas nécessairement vrai que ça va. C'est pas attendu. C'est pas attendu que ça va augmenter le désir. Ça dépend vraiment de chaque personne. D'ailleurs, ça me permet peut-être de mentionner juste comme ça que aphrodisiaque, on dit que les fraises, le chocolat, qu'il y a plein de choses qui sont aphrodisiaques qui donnent, qui alimentent notre désir sexuel à avoir des relations ou des activités sexuelles, mais c'est faux. Dans le fond, c'est toujours un effet placebo. C'est toujours parce qu'on pense que c'est aphrodisiaque que ça va nous donner envie. Donc, voilà, petit psychopop en même temps. C'est plus des associations entre la sexualité puis telle nourriture ou tel marché dans un tel contexte, mettons. C'est marketing, là, je pense, à la base. Ouais, puis tu sais, il y a plusieurs personnes qui vont s'en servir pour essayer de favoriser le désir ou l'excitation chez un ou une partenaire aussi. Genre, je vais apporter du chocolat parce que c'est aphrodisiaque, mais premièrement, ça peut être un petit peu problématique parce que là, on donne quelque chose en espérant recevoir des relations sexuelles. Donc, ça peut créer une petite dynamique problématique. En même temps, ça peut faire que l'autre personne se sente vraiment touchée. Ah, t'es donc bien cute. Ah, on commence à se désirer à cause de ça. Fait que, comme tu disais, Jacob, c'est plus un effet d'association, là. C'est romantique, c'est cute. Ça me tente. Voilà. L'ecstasy, j'allais dire, on parle beaucoup d'effets empathogènes ou entactogènes, mais moi, personnellement, c'est la première fois que je voyais ces mots-là. Mais ce que ça veut dire, c'est ça traduit un peu l'amour universel qu'on ressent sur ces drogues-là, sur ce type de drogue-là. C'est des sentiments de douceur, de proximité avec l'autre, de vouloir se faire du bien, vouloir faire du bien à l'autre. Fait que c'est pas surprenant qu'on prenne peut-être plus de risques quand on est dans une quête d'amour intense comme ça. Tu sais, je parle pas d'amour avec le grand A, l'amour passionnel, mais tu sais, plus l'amour d'aller vers l'autre, vraiment le sentiment de désir intense. Donc, ça peut être... en plus, c'est lié, c'est ça, à l'intensification des sens. Ça devient tellement intense et plaisant que les gens peuvent faire des choses qu'ils ne feraient pas à jeun, comme je disais tantôt. Donc, peut-être associé à plus de risques aussi. T'sais, on ne les voit pas, les risques, on n'y pense pas. On veut juste avoir du plaisir, on veut avoir des échanges intenses avec une personne. Ben, le condom, il va attendre. T'sais. Il va attendre, mais en fait, il ne se pointera juste pas. Il y a plusieurs personnes qui rapportent une difficulté à atteindre l'orgasme aussi. On met beaucoup l'emphase sur l'orgasme, mais ce n'est pas nécessairement le saint graal de la sexualité. Ce n'est pas tout le monde qui peut ou veut atteindre l'orgasme, mais il y a plusieurs personnes qui rapportent une plus grande difficulté à ce niveau-là. Avais-tu des mains levées? Non? OK. Enfin, bon, là, l'image danger en arrière, c'est pas trop réduction des méfaits. Là, ça fait assez campagne de peur, mais c'est juste pour dire que, pour faire un petit wrap-up sur les risques associés aux drogues et sexualité, je ne vais pas les reprendre un par un, là, j'en ai parlé beaucoup, mais ce qu'on retient, c'est que c'est beaucoup associé à une prise de risque à cause de la désinhibition, à cause du désir de s'embarquer dans des choses vraiment intenses, vraiment plaisantes. Donc, souvent, on ne ferait pas des choses, je le répète encore, on fait des choses, en fait, qu'on ne ferait pas à jeun. C'est lié aussi à des problèmes de dysfonction sexuelle plus à long terme. Dysfonction sexuelle qui est vraiment
une perturbation d'une des phases de la réponse sexuelle dont Marie-Ève a parlé tantôt. Il y a aussi des drogues qui vont avoir plus des conséquences sur la fertilité. Ça, c'est vraiment à long terme, là, sur la fertilité, le cycle menstruel, la production d'hormones. Mais ça, c'est pas dans le but de faire peur. C'est pas parce qu'on prend un peu de drogue une fois de temps en temps que on va devenir infertile. C'est pas un lien comme ça. Surtout pour les perturbateurs aussi, on parle de dépersonnalisation ou de dissociation de son corps. C'est pour ça qu'on dit souvent que les drogues sont un facteur de risque aux agressions sexuelles. Attention, je ne suis vraiment pas en train de dire qu'une personne qui a consommé, c'est de sa faute si elle s'est fait agresser sexuellement. Absolument pas. C'est jamais de la faute de la victime. Par contre, c'est quand même lié à une plus grande vulnérabilité et prise de risque. Puis bon, on parlait brièvement de Viagra tantôt aussi. Le Viagra est à proscrire avec plusieurs sortes de drogues. Je ne rentrerai pas dans les détails à moins que vous ayez des questions par rapport à ça. Sinon, ça fait le tour de ma partie. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Non, c'est vraiment intéressant. Merci. Mathieu? Donc, cela dit, maintenant que vous avez les impacts des drogues sur la sexualité, comment est-ce qu'on peut déterminer s'il y a consentement si on est intoxiqué? Il faudrait s'assurer avant, I guess. Parce qu'après, c'est sûr si les deux sont genre vraiment pas là. C'est un peu difficile de comme savoir si c'est 100% pour vrai. OK. Ça peut être une piste de solution de le demander avant de consommer. En même temps, est-ce qu'on peut changer d'idée à tout moment? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tu peux penser à ça. Ici, en fait, c'est important de mentionner que quand on suit un consentement, quand on parle d'intoxication, le consentement n'est pas valide. Donc, dans toute situation d'intoxication, le consentement n'est pas valide. Okay? C'est important de le savoir. Après, on pourrait peut-être poursuivre pour que j'embarque un peu plus dans le sujet. Ici, vous avez justement le premier mot-clé de la définition du consentement qui est éclairé. Donc, le consentement sexuel doit être donné en pleine connaissance de cause. C'est-à-dire que j'ai toutes les informations ou j'ai toutes mes capacités à prendre une décision qui va être bonne pour moi. Donc, je suis apte à consentir, ce qui veut dire que quand je suis intoxiquée, inconsciente ou endormie, ben, je peux pas avoir accès à ce côté-là de ma tête pour prendre une décision qui est bonne pour moi. Parce que c'est associé, entre autres, les drogues sont associées à une plus grande prise de risque. Peut-être qu'on aurait des relations sexuelles avec une personne avec qui on n'en aurait pas à jeun. Donc, c'est quand même ça à garder en tête. Donc, éclairé. Il y a libre aussi qui est un mot-clé. Donc, le consentement, il est donné volontairement, sans pression, sans menace, sans contrainte physique, sans chantage affectif. Donc, c'est vraiment moi qui est libre de dire oui ou non volontairement. Et enthousiaste, un nouveau terme qu'ils ont ajouté, est très important. Donc, le consentement doit être enthousiaste. Ça veut dire que c'est donné clairement avec plaisir, réciprocité et sans ambiguïté. Donc, une personne ne peut pas dire « Ah, mais je ne savais pas qu'elle ne voulait pas ». Une personne ne pourrait pas dire ça parce qu'elle doit remarquer un certain enthousiasme dans les agissements, le comportement, l'attitude de l'autre personne. C'est important de mentionner aussi, même en contexte d'intoxication, ça ne peut pas être défendable de dire ben, « je ne le savais pas, j'étais trop sous, j'étais trop saoul » parce que à la base, le consentement a été invalide. Exact. Ouais. Cela dit, il y a beaucoup de personnes qui sont intoxiquées ensemble, que ce soit par l'alcool, par les drogues, puis qui vont avoir des relations sexuelles. Peut-être que là, on peut vous emmener des pistes de solutions pour
aller un peu dans l'approche de la réduction des méfaits parce que ça se peut, les gens vont avoir des relations sexuelles intoxiquées possiblement, mais après, comment on peut essayer de réduire les risques? Jacob, tu peux changer la diapo. Ici, vous avez trois grands thèmes, mettons. D'abord, de réfléchir à soi, à ce qu'on veut nous, personnellement, puis réfléchir à quelle drogue j'ai consommée pour mieux comprendre quels effets qui sont associés à cette drogue-là, comme on vient de vous montrer. Est-ce que je suis en train de faire ce que j'ai envie de faire? Est-ce que quelqu'un sait où je suis et avec qui? Ça, c'est quand même important, peu importe les situations, on s'entend. D'un coup qu'il arrive quelque chose. Puis ensuite, quels impacts peuvent avoir les drogues sur ce que je veux sexuellement? Il y a sûrement plein d'autres questions à se poser quand même. Puis ensuite, penser aux autres, hein, parce qu'on peut avoir des relations sexuelles avec autrui, avec d'autres personnes. Si on est intoxiqué, donc c'est de savoir quelle drogue est-ce que les autres personnes ont consommé et à quelle dose. Comme ça, je suis peut-être plus en mesure de savoir quels sont leurs effets. Est-ce que ma ou mes partenaires, ils sont enthousiastes et proactifs dans les échanges sexuels? Donc, ça revient au terme enthousiaste que je disais par rapport au consentement. Et surtout, une question qu'on oublie souvent, c'est est-ce que nos partenaires sont en mesure de se souvenir de nos échanges sexuels? Si la réponse est non, ben c'est non. On revient au consentement. Si la personne ne peut pas se souvenir, il y a quelque chose qui est quand même très problématique. Pour moi, c'est comme si elle était endormie. Je sais pas, c'est la comparaison que j'en fais, là. Exact. Exact. Donc, puis ensuite, 3, c'est de toujours revalider le consentement, valider, demander. Donc, soit de le demander directement, de le redemander entre chaque pratique, en chaque position, ou si on est incertain, important de toujours le redemander. Quand on sent être attentif au non-verbal, donc de s'assurer qu'on on voit que la personne est active, qu'on sent, on voit une réciprocité, une mutualité dans les échanges, que c'est vraiment fait comme ensemble, là, tu sais. Donc, est-ce que vous voyez d'ailleurs d'autres choses, tu sais, à s'assurer par rapport à la validation du consentement? Avec les deux, moi, je trouvais ça super complet quand j'ai vu la slide, là. Bref, c'est des pistes de solutions. Encore une fois, le consentement reste invalide, mais on peut réduire les risques pour s'assurer que tout le monde est enthousiaste là, dans les échanges sexuels. Je te lance la parole. C'est moi ou ce serait Mathieu? J'ai pas... Plus moi? Ouais. OK, c'est ça, parfait. Dans le fond, oui, donc, pour revoir un peu comment réduire les risques, c'est toujours de valider les stratégies de prévention. Donc, exemple, d'avoir un mot-clé qui signifie que tu lâches le consentement, ou que tu n'es plus à l'aise dans la situation sexuelle que tu es avec le partenaire. De prendre des petites quantités avant l'activité, donc au lieu de prendre des fortes quantités pour justement éviter d'être dans un état un peu trop perturbé, je vais dire ça comme ça, pour avoir des relations sexuelles, tant au niveau du consentement qu'au niveau des effets de la drogue comme telle. Puis justement d'éviter le rapport, là, si on voit qu'une des deux personnes ou des autres personnes, peu importe, si on voit que la personne a trop consommé. Consommer des substances qu'on connaît déjà, puis d'éviter les mélanges. Ça, c'est sûr que je peux donner un exemple. Mettons que tu décides pour la première fois de faire de la speed, puis tu penses que c'est une bonne idée de joindre en même temps une nouvelle expérience sexuelle, ben, tu sais, c'est comme tu augmentes tes risques de façon considérable. Puis d'éviter les mélanges aussi, parce que même des mélanges aussi, je veux dire, banals ou aussi fréquents
que l'alcool et le cannabis, ben, ça cause encore plus de difficultés de se rappeler de notre soirée, ça cause plus de difficultés, c'est plus d'inhibition, mais aussi plus de prise de risque, comme on a nommé. Fait que dans le fond, c'est juste on double les risques dès qu'on mélange avec une autre drogue. Bon, ben, justement, s'assurer d'avoir les outils d'information nécessaires pour se protéger, donc contraception, condom, intention mutuelle des activités sexuelles. Choisir des activités adaptées à l'état d'intoxication, ça c'est quelque chose de bien, bien important aussi. Tu sais, si rendu, à un moment donné, je sais pas d'exemple par rapport à ça, à part des exemples qui seraient un peu trop descriptifs. Même si je pense qu'on peut y aller dans le descriptif quand même, là. Ouais. Oreille sensible, s'abstenir, mais si on vient de prendre une drogue, un perturbateur, n'importe quelle drogue en fait vraiment intense, c'est peut-être pas la meilleure soirée pour commencer le fisting, par exemple. Pour commencer là, j'ai pas compris. Le fisting, Ah. la pénétration du poing, c'est peut-être pas la soirée. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que justement, tu n'as pas nécessairement une sensation aussi juste par rapport à ton corps et à ta tête. Donc, un peu comme le point 3, c'est de peut-être pratiquer des activités sexuelles qu'on connaît déjà pour éviter certaines blessures ou de dépasser certaines limites qu'on aurait à jeun. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça devrait être un point de plus, même. On devrait rajouter ça. Un point de plus. Puis finalement, d'éviter de consommer pendant les relations sexuelles avec des nouveaux partenaires. Justement, quand tu ne sais pas à quoi t'attendre, c'est quelque chose, c'est une nouveauté. Puis justement, ça augmente les risques de façon exponentielle quand c'est avec des nouveaux partenaires ou des personnes qu'on connaît moins. Ça, je pense que je vais le passer parce que je vois que le temps file. Là, j'avais fait juste une petite capsule, là, nous joindre Radar avec nos informations, puis le service de sexologie du Cégep du Vieux. Là, je sais que... Ouais, non, c'est bon, je vais m'arrêter là. Peut-être juste si je peux plugger, là, j'avais apporté une modification, mais ça n'a pas marché. On a un drop-in sexologique virtuel. Là, c'est écrit tous les derniers mercredis du mois, mais c'est aux 2 semaines. Les mercredis, donc le prochain et mercredi de la semaine prochaine, le 25 novembre. C'est de 13h30 à 16h30. Puis, c'est un lien Zoom là, que vous pouvez vous connecter pour venir poser des questions rapido-sexo à Mathieu et moi. De manière confidentielle. De manière confidentielle. Merci beaucoup d'avoir été là. Oui, Merci pour l'invitation. Merci, vous autres aussi. Merci Mathieu d'avoir participé aussi. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Ça me fait plaisir aussi. Avec toi. Absolument. Ouais, passez une super belle soirée. Faites journée, je devrais dire. Vous aussi. Bye. Bye.